bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, toujours le même. Bienvenue à votre podcast préféré, bienvenue à votre cours préféré, j'en suis sûr. Maintenant, on est rendu à la semaine 11, pénultième épisode, avant-dernier module. On continue à prendre notre café ensemble, juste toi et moi. Hein? Cette semaine, ce sera ça. Là. Il n'y aura pas de Fatoumata, pas de David cette semaine. Puis je le sais que vous aimez ça, ce genre d'épisode-là, mais cette semaine, je suis seul. Malheureusement. Hein? Imagine-moi là, comme le personnage de Narcos, là, seul à ma chaise, puis seul dans mon bureau, puis debout, regardant le regard fixe vers l'horizon, puis les mains dans le dos. Hein? Le voyez-vous? C'est moi, ce matin. J'enregistre un peu plus tôt. En plus, j'enregistre, on est le mercredi 1er avril, et ce n'est pas une farce. Je le fais à l'avance. Pourquoi? Ben, pour être capable de vous communiquer, de vous partager cet épisode pendant le week-end. Là. Ça va être le long week-end de Pâques. Donc, je vais vous publier ça. Comme ça, vous allez pouvoir écouter l'épisode entre amis ou pendant vos déplacements là, vers des parties de famille, des soupers de famille, sinon des rencontres entre amis. Donc, l'épisode va être publié. Je vais essayer de le faire probablement publier ce samedi. En tout cas, d'ici samedi, ça devrait être là. Je vais essayer de le faire le plus tôt possible. OK, avant d'entamer le contenu, parlons du TP2. Et là, ça s'en vient le TP2. Là. On est rendu. C'est pas ce week-end, là, pas pendant le week-end de Pâques, mais le week-end suivant, le 12 avril à 23h, avant 23h59, s'il vous plaît. Donc, il reste à peu près 10 jours. Fait que j'aurais aimé vous aider. Je vous ai fait quelques offres là, pendant les dernières semaines pour vous aider, vous accompagner. Mais là, je dirais que à 10 jours ouvrables là, de la date butoir, là, ça commence à être un petit peu compliqué. J'ai déjà aidé là, quelques équipes qui m'ont fait signe. Il m'en reste encore une équipe là, que je devrais leur donner un coup de main soit en après-midi ou demain. Mais sinon, pour les autres, faites-moi signe, mais c'est loin d'être une promesse, là. Puis désolé à l'avance, moi aussi, j'ai ma fin de session, puis il y a d'autres dossiers qui s'ajoutent, là. Donc, je suis convaincu que vous allez comprendre. Le thème cette semaine, gros thème pour ce module 11, on va parler de science et société. Science, société. En deux gros blocs. On pourrait donner des cours, sinon des bacs sur l'un et l'autre, sciences et société. Mais on va prendre le temps de faire de la philo des sciences cette semaine, socio des sciences aussi, même anthropologie des sciences. C'est notre module le plus introspectif. On prend un pas de recul, un pas de côté pour observer la science, puis essayer d'en comprendre quelque chose, puis de voir ses interactions avec la société. On va penser ensemble tous les deux et réfléchir. Là. Donc, c'est le moment de prendre votre posture du penseur de Rodin là, avec un petit point sur le menton, là, puis regarder l'horizon. Puis réfléchir avec moi pendant que votre prof parle trop longuement dans un podcast. Les questions que je vais aborder avec vous cette semaine, c'est votre rôle social, dans le fond, le rôle social des professionnels en sciences et génie. Est-ce que vous n'avez pas un rôle social lorsque vous participez à ce sont de grands projets techniques, là, mais qui ultimement ont une grande influence sur la société. Là. Pensez seulement je sais pas, au troisième lien potentiel ou un tramway qui est un peu plus réaliste maintenant. Ce genre de projet-là, là, c'est quoi votre rôle? Puis dans quelle mesure ça transforme la société? Autre question que nous allons voir, est-ce que la science peut résoudre des problèmes? Est-ce que la science peut résoudre tous les problèmes du monde? Donc, c'est une question d'examination des limites, peut-être du pouvoir de la science, puis du pouvoir des belles solutions techniques que vous nous offrez, que vous êtes en train de conceptualiser, qui pourraient nous permettre de répondre à des problèmes importants, réchauffement climatique, cancer.
crise du logement. Je suis sûr qu'il y en a quelque part là, qui a une solution technique. Ah, c'est simple. On va vous régler ça, ce problème-là. On va vous construire un beau building. C'est plus compliqué que tout ça, que ça. On va explorer, là, je dirais, la complexité de tout ça. Ça fait partie des questions qu'on va explorer. Évidemment, on ne fera pas le tour, là, mais ça fait partie des questions qu'on va explorer dans ce module. Les questions centrales, je dirais, si j'avais à en choisir deux, c'est quel est votre rôle dans la société? Donc, votre influence comme expert en sciences et génie sur la société. Et l'autre question, c'est le contraire. C'est l'influence de la société sur vous. Hein? Sur vous en tant qu'acteur de la science et professionnel en sciences et génie. Hein? Puis c'est surtout, dans le podcast, je vais surtout aborder la deuxième, je dirais, donc l'influence de la société sur la science. Mais l'autre aussi, là, je vais l'aborder un peu, mais je dirais que votre influence sur la société, ça, je dirais que c'est déjà mieux ancré dans votre discours. En fait, si tu t'es inscrit dans un programme de sciences et génie, c'est justement parce que tu crois que tu peux avoir une influence. Hein? Ça va de soi. Tu rêves de bien des choses, mais parmi ces choses, ben, tu rêves de transformer le monde, hein? Trouver des solutions aux problèmes les plus urgents. Puis de façon plus philosophique, on dira que les professionnels en sciences et génie sont là pour transformer le monde, construire au sens propre et figuré un monde meilleur, maîtriser la nature, maîtriser la matière. Tiens, c'est quoi que vous faites d'autre? Maîtriser l'énergie. C'est fort comme ambition, là. Si on avait dit à un philosophe il y a plus de 2000 ans, des personnes seront capables de maîtriser la nature, maîtriser la matière, maîtriser le vivant. C'est impressionnant comme ambition. Puis vous l'entendez autour de vous, ce discours-là, ces ambitions-là sont très bien incarnées aujourd'hui. Si vous écoutez le discours des grands techno-entrepreneurs, là, les tech bros, les bros, les personnes les plus critiques les appellent une tech broligarchie. Là. C'est tous des bros qui sont là, puis ils pointent tous dans la même direction. On va vous trouver des solutions. Hein? On va maîtriser tout, puis on a des solutions technologiques pour résoudre tous les problèmes du monde. Pensez à Sam Altman, qui est à la tête de ChatGPT, d'OpenAI. Qui d'autre dans ces super vedettes des techno-bros, Zuckerberg avec Meta, Elon Musk évidemment, Bezos chez Amazon. Évidemment que vous les connaissez, ça fait partie des figures vedettes de ces techno-bros qui transforment notre société. Puis le discours commun, c'est que, comme vous, ils croient qu'ils peuvent changer le monde. Puis vous avez raison de penser comme ça, ils ont raison aussi. Ce que je veux aborder ici, c'est les limites. C'est la question notamment du technosolutionnisme. Technosolutionnisme, c'est l'idée que pour tous les problèmes, il y aurait une solution technologique. On va voir que c'est une affirmation qui a ses propres limites, mais on comprend bien que vous voulez avoir une influence sur la société, mais c'est le contraire que je vais aborder ici avec vous là, dans ce podcast. Vous aurez une influence sur la société. Mais est-ce que la société, elle, peut avoir une influence sur vous et sur la science que bientôt vous allez incarner? Et pour reconnaître cette influence de la société sur la science, sur vous, il y a quelques distinctions qui s'imposent. La première distinction que je vous ferai, c'est la distinction entre science et recherche. C'est différent, la science, de la recherche. Entre un scientifique et un chercheur, il y a des nuances à faire. Hein? Donc, la science, ce serait un contenu qui serait coupé de la société et la recherche, vous verrez que la recherche, si vous connaissez, si vous explorez ce qu'est la recherche, vous verrez que c'est un système de production de la connaissance qui, lui, est plus fortement
liées aux enjeux sociaux. Tiens, on va y aller en bonne et due forme. Là. Commençons par la science. La science, on va la distinguer de la recherche. La science, le principal acteur de la science, c'est qui? C'est le scientifique. Puis le scientifique, ben vous le voyez. Vous le voyez depuis longtemps, même si vous vous intéressez à la science. Là. Vous le voyez à la télé. Il est là, à découverte, entre autres. Mais surtout, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est Martin Carly. Avez-vous écouté ça? Martin Carly qui nous parlait de science. Puis, quand une personne se présente comme ça, là, sous le personnage du scientifique, avec son beau sarrau blanc, là, quand elle nous parle de la science, de la connaissance, pour lui, la connaissance, elle est certaine. Hein? C'est quelque chose d'objectif. C'est apolitique. C'est pas Martin Carly qui va vous faire des liens entre science et société. Il va vous parler seulement de ce qu'il considère comme étant les faits objectifs. C'est froid, c'est asocial. Puis le seul objectif d'un scientifique de type comme Martin Carly, ce personnage, son objectif, c'est de vous communiquer des vérités, hein, des faits scientifiques. Puis tout ce qui lui reste à faire, c'est les vulgariser. C'est compliqué la science, mais voilà, il y a des faits, je vais juste vous les expliquer de façon très simple. Ah, c'est très simple, nous dit Martin Carly. C'est pas simple, mais ça fait partie du personnage. On prend le complexe, le vivant, quelque chose qui est éminemment transformateur, qui n'est jamais la même chose, mais on transforme ça dans quelque chose de plus simple, mais surtout qui est plus facilement enseignable et compréhensible peut-être pour celles et ceux qui, comme vous et moi, écoutons ce genre d'épisode. Donc, un scientifique, pour lui, ben, c'est la science, la connaissance scientifique, c'est apolitique, c'est asocial, mais c'est un leurre. C'est pas vrai. En fait, si vous regardez la production puis de la diffusion de la connaissance, pour vous, peut-être, c'est un textbook, là, un gros textbook là, que vous avez là, qui vous coûte 300, sinon 400 $. C'est fou. Heureusement qu'il y a des versions usagées. Là. Mais si vous prenez un textbook, hein, ça, c'est une version du savoir. C'est une extension, je dirais, du personnage de Martin Carly. Si on prend le savoir, puis évidemment, on efface toutes les traces sociales, puis on ne garde justement dans ce textbook que ce qu'il y a de plus consensuel, rationnel, objectif, pur. Puis dans vos textbooks, il n'y a jamais de traces de politique, il n'y a jamais de traces de la société, il y a très peu de place à la construction historique du savoir que vous trouvez dans ces beaux textbooks. Et à la fin, mais ça donne un contenu qui est très intéressant, qui est très pertinent. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, ce qui s'est passé avant. C'est justement qu'on a effacé ces traces-là. On a seulement colligé dans ces grands textbooks seulement le contenu rationnel, objectif, froid, consensuel. Mais c'est un effort, là. Parce que la science, telle qu'elle se construit, c'est bien différent. Hein? Si vous allez en recherche, on y arrive bientôt, mais un chercheur, celui qui est en train de construire le savoir qui éventuellement va se retrouver dans vos textbooks, là, lui, son boulot est très différent. J'y arrive bientôt, mais terminons sur le scientifique, hein, le personnage de type Martin Carly. Lui aussi, il est une construction sociale. Hein? C'est-à-dire qu'il n'existe que dans notre tête commune. Hein? C'est un personnage. Il est utile pour nous expliquer simplement la science, mais en même temps, on le sait que la science, c'est plus compliqué que ça. Donc, ce personnage-là, il est là pour simplifier la science, mais il n'incarne pas la science, la complexité de la science. Il représente d'une certaine façon la science simplifiée, mais il n'existe pas, ce scientifique. Si vous promenez autour de vous, là, dans les corridors de l'Université Laval, allez au Vachon, allez au Vendry, allez n'importe où, vous n'allez pas voir ces Martin Carly. Le Martin Carly, il n'existe pas. Il n'est pas ce personnage à lunettes que vous aimez tant
avec ce sarrau blanc. Vous allez voir toutes sortes de personnes. Ça se peut que vous en croisiez un, là, une personne qui ressemble à Martin Carly, là, mais absolument, c'est pas exactement ça, les chercheurs que vous allez croiser. D'ailleurs, quand je vous demandais de me dessiner un scientifique, c'est intéressant cette semaine. Vous avez sûrement vu là, sur la page Instagram du cours les différents dessins. Je me suis amusé à publier ça. De très beaux dessins, hein, avec une définition très extensive de beau. En tout cas, dans le podcast, on va mettre des guillemets, disons, autour de beaux dessins. Il y en a qui sont très talentueux, mais il y en a un peu moins. Vous avez d'autres talents, comme me disait, je ne me rappelle pas quel étudiant me disait ça en me transmettant son dessin. J'ai d'autres talents, ben oui, c'est sûr. Mais ce que je disais sur les dessins en question, ce que je vous ai demandé, c'est un vrai test formalisé. Là, ça s'appelle le DAST test. Donc, le Draw a Scientist Test. Le but, c'est de vous faire dessiner des scientifiques, puisqu'on voit, lorsqu'on fait dessiner des scientifiques à des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes, des personnes qui se rapprochent de vos âges, en fait, plus on se rapproche de vos âges, plus le dessin ressemble à Martin Carly. Ça, on le voit que c'est une construction sociale. Là. C'est-à-dire que plus, en fait, dans le DAS test, là, il y a des indices pour savoir qu'on se rapproche de cet archétype-là. Là. Typiquement, le personnage, c'est un homme, il est blanc, il a un sarrau, il a une barbe, en tout cas, il a du poil dans le visage, une moustache, des lunettes. Ça prend des lunettes. Il faut être entouré aussi de matériel scientifique. Là. Il y a sûrement un Erlenmeyer qui traîne dans quelque part. Il faut des fois crier Eureka dans un petit phylactère, une petite bulle. Puis parfois, il cache un secret. Ça, c'est une version un petit peu plus pessimiste du scientifique. C'est un archétype qu'on voit peut-être plus dans certains films de science-fiction. Là. Mais pour vous, ce que je vous demande, là, c'est de vous défaire un peu de cette caricature. Parce que c'est ce que c'est. Hein. Ça incarne la science, mais ça incarne une certaine vision de la science très simplificatrice, vulgaire au sens de très populaire. Mais si vous voulez voir des liens entre la science et la société, il faut quitter un petit peu ce monde-là, là, où on a de la vulgarisation, où on a des textbooks, où on a effacé les liens entre la science et la société. Et si vous acceptez de quitter ce monde, vous allez basculer dans un monde qu'on appelle la recherche. Et vous allez croiser des chercheurs en sciences. Puis là, si vous acceptez de mettre le pied dans ce monde, ben là, vous allez pouvoir voir les liens entre science et société. Parce qu'il faut le faire, ce pas-là. Hein? Il faut accepter le fait que si vous promenez vraiment dans une faculté où se construit le savoir scientifique, faculté de recherche, vous allez croiser toutes sortes de monde. Comme je vous disais, ça se peut qu'il y en ait un qui ressemble à Martin Carly, mais ce que vous allez croiser, ce sont proche de n'importe quel laboratoire. Ça se peut que vous voyez des personnes avec des sarraux, mais vous allez surtout croiser des jeunes hommes, des jeunes femmes, peut-être d'autres, des moins jeunes peut-être, mais ça représente toutes sortes de personnes. C'est pas toujours un homme blanc avec des lunettes. Il y a des minorités ethniques là-dedans, culturelles, visibles, de genre, toutes sortes de belles personnes. Il y a une belle diversité autour de tout ça. Ils n'auront pas toujours leur sarrau blanc. Il n'y a pas toujours un Erlenmeyer, pas loin. Puis ils crient rarement Eureka, parce qu'ils savent que la science, ça se construit à plusieurs têtes, puis ça prend des siècles à construire. On est bien loin de cette idée d'une fulgurance là, du savoir qui se découvre avec une petite pomme qui tombe sur la tête de l'autre. Vous savez ce à quoi je renvoie. Donc, un chercheur, c'est ça que je veux que vous ayez en tête, la recherche. Puis pour le chercheur, si vous lui parlez de la connaissance, à n'importe quel chercheur, mais pour lui, la connaissance, elle est incertaine. Il doute de tout, y compris la première phrase de votre textbook. Il doute de tout, y compris ce que vous raconte Martin Carly là, dans ses émissions, parce que pour lui, la connaissance, c'est changeant, c'est subjectif au sens où il le sait que la connaissance, quand elle est en train de se construire, elle est liée à une personne. On dira pas tel fait. On va dire tel fait a été démontré par Sénéchal et al. Donc Sénéchal et son groupe de chercheurs là, qui sont aux États-Unis ou au Canada.
Puis, si vous parlez à un chercheur, pour lui, la connaissance, c'est pas quelque chose de froid, d'inchangeant. Au contraire, c'est quelque chose qui est sur le point de changer parce que je travaille dans un domaine de pointe, puis je suis en train de travailler sur des hypothèses qui pourraient bouleverser ce qu'on croit et ce qu'on pense de la connaissance qui, elle, est un petit peu plus consensuelle. Et pour le chercheur, ben lui, il voit des liens entre ce qu'il fait et la société. Hein. Les chercheurs, ils essaient d'orienter leurs projets de recherche sur des besoins sociaux. S'ils ne le font pas assez, ce sont les gouvernements qui, via les systèmes de financement, qui vont s'arranger pour que la science soit mieux alignée sur les besoins et enjeux sociaux. Donc, rappelez-vous ce qui s'est passé pendant la pandémie. Tout à coup, tous ceux qui faisaient de la recherche avaient un lien avec la pandémie. Là. Donc, il y avait un lien à faire avec ça. C'est important de le voir aussi, là, ce lien-là entre les modes de financement, donc le financement de la recherche. Des fois, vous vous demandez comment on fait pour que la science s'arrime sur les besoins sociaux. Ben, souvent, c'est via le financement qu'on s'arrange pour faire dévier la science de son cours, pour mieux l'aligner, je dirais, sur les besoins et enjeux sociaux. Donc ça en fait partie des liens entre science et société. C'est pas une science qui est coupée de la société. C'est une science qui est alignée sur certains besoins et enjeux sociaux. C'est ce lien-là là, que je veux que vous voyez clairement entre la société, qui elle aussi peut influencer la science. Je sais vous l'avez compris, là, que votre science peut influencer la société. Mais n'oubliez pas que la société, elle influence aussi le cours de la science. Je le sais que vous aimez ce concept-là là, d'une science qui est coupée de la société, qui serait protégée des influences. On parle de science pure. On a déjà parlé sous ce vocable-là, là, science de la nature, science pure, une science qui serait objective, coupée de la société. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'elle est intimement liée au pouvoir politique, aux enjeux sociaux. Elle est intimement liée aux problèmes et enjeux sociaux d'une époque particulière. Elle est liée aux enjeux sociaux de l'époque dans laquelle elle est produite, cette science. Et si ce que je vous dis, vous l'acceptez, hein, l'idée que la science peut être un peu influencée par la société, ben, théoriquement, on devrait voir des traces de cette influence. On essaye d'effacer ces traces de l'influence de la société dans les beaux textbooks que vous achetez, là. Mais si on fait l'effort de chercher des traces de la société dans ces textbooks, même si on essayait d'effacer des traces, vous allez en trouver. Hein, prenez-le, votre beau textbook là, à 400 $ là, derrière vous, puis essayez de trouver des traces. Surtout si vous avez un vieux textbook. Là. Moi, j'en ai des vieux à la maison, peut-être. C'est peut-être ça le truc aussi. Là. Prenez un vieux textbook usagé, c'est encore mieux. Là. Un vieux textbook des années 80, des années 90. Allez voir dans quelle mesure le textbook en question est influencé par la société de l'époque dans laquelle a été conçu et produit ce textbook. C'est sûr que la science, la recherche, à une certaine époque, est influencée par la société, mais même lorsqu'on tente de prendre le contenu le plus objectif, froid et consensuel, puis qu'on le met dans un textbook, dans cette étape-là, là, même là, il y a des traces de la société d'une époque. Puis si vous ne me croyez pas, j'ai plein d'exemples pour vous. Tiens, j'en aurais peut-être 2. Allons-y avec 2. En classe, je vais en présenter plusieurs, mais je vais vous présenter 2 que je vais là aussi présenter en classe, mais j'en aurai d'autres en classe. Le premier que j'ai envie de vous présenter, c'est les travaux de Carl von Linné. Hein, le tableau classificatoire des espèces. Avez-vous fait de la biologie? Si vous avez fait de la biologie, c'est sûr ou de la génétique, c'est sûr que vous avez vu ce tableau-là quelque part. Le tableau des espèces de Carl von Linné. Si vous trouvez une version de ce tableau-là, regardez ça. On l'enseigne encore dans n'importe quel cours d'introduction à la biologie, mais allez voir ce grand beau tableau taxonomique qui consigne dans un seul tableau le savoir objectif de l'époque. et j'ajoute de l'époque parce que vous allez voir que
Il y a des traces, je dirais, de la société de l'époque, même dans ce tableau qui se veut très objectif. Dans le tableau en question, là, vous allez voir, toutes les espèces sont classifiées. Là, c'est un beau grand tableau. Les champignons sont là-dedans, les animaux, les poissons, tout ça, là, c'est bien classifié avec des beaux mots en latin là, pour qu'on comprenne bien qu'on fasse bien les nuances. Mais ce que vous allez voir aussi, c'est tout en haut du tableau en question, vous allez voir la classification des races humaines. Donc, pas la race humaine, les races humaines, classifiées par notre ami Carl von Linné. Puis vous allez voir un petit peu les influences de son époque. Entre autres, là, vous allez voir tout en haut, c'est écrit, il y a les Americanus, qui sont rouges, colériques et droits. Donc, la première race humaine. La deuxième, ce sont les Européus, qui sont blancs, sanguins et musculaires. Il y a les Asiaticus, qui sont jaunes, pâles et mélancoliques et qui sont un peu rigides. On dirait un très mauvais stéréotype d'une très mauvaise blague. Et finalement, quatrième race, les affaires, A-F-E-R, qui une race où ces êtres humains sont noirs, flegmatiques et décontractés, au moins. Ça ressemble plus à Obama que d'autres choses, mais néanmoins, il y a là, admettons-le, les traces d'une certaine époque. Autre exemple que je vais vous donner en classe, les influences d'une époque qui se retrouvent dans des textbooks de biologie, de la reproduction. Ce sont mes préférés. J'ai une formation, vous le savez, en biologie de la reproduction. Et j'étais toujours fasciné de voir de bons vieux textes en biologie de la reproduction nous parler de la reproduction. Mais là, on voit des traces d'une certaine époque, là, c'est-à-dire comment on conçoit les relations hommes-femmes influence notre façon de parler de la biologie de la reproduction. Donc, vous le voyez, là, les rapports hommes-femmes, notre façon d'en parler et de les décrire change à travers les époques. Et il y a des traces dans les ouvrages de biologie de la reproduction. En fait, dans les années 80, les années 90, les textes que je lisais en biologie de la reproduction, là, ça ressemblait, je donnais des exemples en classe, là, vous les verrez, là, mais ça ressemble à des histoires de princes et princesses, là. C'est-à-dire que on parle des spermatozoïdes, là, qui seraient des guerriers, puis ils partent à l'aventure, puis il y a une belle bagarre entre eux là, pour la conquête de l'ovule. Puis là, l'ovule, lui, il prépare le nid, hein, passif, puis il attend son conquérant. Du calme, messieurs, là, ce ne sont que des gamètes, hein, rien de plus. Ça en prend deux pour faire un être vivant, rien de plus. Des fois, il faut se contenter de dire les choses simplement. Là. Laissons tomber les petites comparaisons, là, sinon ça devient vite assez maladroit. Du moins, ce sont les traces. Hein. Les chercheurs ne sont pas tout à fait objectifs. Hein. Ils portent en eux les influences de la société, de leur époque, puis ils sont influencés par les valeurs de leur époque, puis par les myopies et les préjugés de leur époque. C'est ce qui se passe. Puis, c'est peut-être ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein? Est-ce que si c'est vrai pour une certaine époque, ça voudrait dire, si vous admettez que c'est vrai à une certaine époque, ça voudrait dire que aussi aujourd'hui, la science que nous concevons aujourd'hui, que nous colligeons dans des textbooks, même les plus récents, ces textbooks, cette science que nous croyons objective, elle porterait, elle aussi, les myopies et préjugés de notre époque. Hein? Nous aussi, nous avons des myopies et préjugés en ce moment-là. On est bien mal placé pour les identifier, mais ils sont là. Ben justement, peut-être prenez-vous un petit moment de réflexion. Là. C'est quoi les valeurs et myopies de notre époque qui vont laisser des traces
dans la science que vos enfants et petits-enfants vont lire plus tard. Là. Lorsqu'ils vont lire les textbooks de notre époque, à quel point vont-ils se marrer de notre façon de parler de la biologie de la reproduction? Ça se peut que ça laisse des traces aussi dans notre façon de concevoir la science. L'influence de la société, elle est là, elle était là, elle sera encore là, et elle va finir par influencer plutôt le contenu de la science, y compris celle de notre époque. Donc, cette longue démonstration, c'était pour vous dire quoi? Que la société influence la science. Elle l'influence de toutes sortes de façons. La recherche via le financement de la recherche, on en a parlé, via les préjugés, préconceptions, valeurs qui sont là dans notre société puis qui se tissent une place à travers la science consensuelle, à travers le contenu scientifique, mais par le truchement des chercheurs qui, eux, sont en train de construire le savoir, mais qui peuvent laisser des traces de la société dans laquelle ils ont conçu et ils ont produit ce même savoir. Donc, la société influence la science. C'était une partie de notre démonstration. Et donc, toi, qui incarne la science, lorsque tu exerceras ta profession en sciences et génie, n'oublie pas que la société influence déjà la science que tu incarnes. Voyez-vous le petit lien complexe que j'essaie de dire, là? La société influence la science que tu incarnes. C'est ce qui se passe. Donc, quand tu dis que tu n'es qu'un outil, que tu mets ta science au service de la société, n'oublie pas que la société a déjà influencé la science que tu crois neutre et objective. La société, elle est déjà là dans ta science. C'est le premier mouvement que je voulais voir avec toi. Puis le deuxième mouvement, celui-là, tu l'as mieux incarné. Mais en même temps, il faut en prendre toute la mesure, là. C'est-à-dire que le mouvement, une fois qu'on a accepté ce premier constat-là, là, on est prêt à mettre cette science-là au service de la société. Une science déjà transformée par la société qui se met au service de la société. C'est ce pas-là que je veux faire avec toi. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aiment se concevoir comme étant des outils. Je n'ai qu'un rôle technique. Il y en a plusieurs qui sont dans cette conceptualisation de leur rôle, là. Je ne suis qu'un outil au service de la société. Mais si on y prend le temps d'y réfléchir plus longuement, plus honnêtement peut-être, c'est plus compliqué que ça. En fait, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus que des outils. Si vous... prenons des exemples concrets. Si vous vous mettez au service de construction de ponts, de routes, vous ne faites pas seulement que construire des ponts et des routes. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vous êtes en train de vous mettre au service d'une conception du bien commun propre à votre époque. Vous êtes en train de vous mettre au service d'une conception de ce qu'est la ville idéale. Vous êtes en train... c'est pas seulement des projets techniques, là. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'il y a des valeurs, des conceptions du bien commun qui se cachent derrière ces projets qui semblent techniques et scientifiques. Prenez n'importe quel autre projet. J'ai pris le projet, évidemment, génie civil, là, mais prenez n'importe quel autre projet, puis vous allez voir que le même raisonnement peut s'appliquer. Si vous construisez qu'est-ce que vous faites? Vous construisez des trains électriques, il y a des valeurs, puis un projet social, même un projet politique derrière ce projet-là. Si vous êtes en informatique, vous développez des algorithmes en intelligence artificielle qui vont être appliqués dans le domaine de la santé, vous mettez au service des valeurs promues par votre domaine d'application qui est celui de la santé. Si vous utilisez des lidars
qui vont être, si vous développez des lidars qui vont être utilisés dans le conflit israélo-palestinien pour déterminer, pour délimiter un territoire, bien, vous êtes en train de participer à un projet social, politique. Si vous développez des protéines pharmaceutiques, si vous construisez des immeubles, si vous balisez des territoires, à chaque fois, chaque petit projet technique, il y a des valeurs, puis il y a des enjeux politiques qui sont derrière ces projets. Il faut juste prendre le temps de poser quelques questions supplémentaires. Donc, quand quelqu'un vous dit « Ben moi, il n'y a pas vraiment de valeur, de projets sociaux à ce que je fais », ben c'est quoi que tu fais? Et il va dire « Ben moi, je transforme des machines. » Ah oui, des machines dans quelle compagnie? Ah oui, telle compagnie. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette compagnie? À quel type de projet veut-elle contribuer? Ils produisent tel type d'outils qui vont participer à tel type de projet plus ambitieux qui sont au service de valeurs et de projets sociaux. C'est ce lien-là que je veux vous obliger à faire. Dépasser les simples objectifs techniques qu'on vous impose. Vous allez être au service, mais au service de quoi? Si vous choisissez un domaine de la science, si vous choisissez un employeur, vous allez vous mettre au service. Mais au service de qui? Au service de quoi? Au service de quel projet? Au service de quelle valeur? Cette belle petite tête là, que vos parents aiment tant, elle se met au service. Mais au service de qui? De quoi? De quelle valeur? Puis à chaque fois, j'appuie sur ce mot-là, au service de valeur, parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de vous mettre au service de valeurs. Puis est-ce que ces valeurs sont, ultimement, c'est ça la vraie question, est-ce que ces valeurs sont cohérentes avec votre propre morale? La morale, elle est là. C'est pas pour rien qu'on arrive au module 11 puis je vous en parle de la morale. C'est un cours de philo morale. La morale, elle a toujours été là, même bien avant ce cours. La morale, elle est au cœur même de la science et des outils technologiques que vous développez. La morale, elle est déjà là, au cœur des projets en sciences et génie que vous allez développer, auxquels vous allez contribuer. Votre rôle, je vous disais que votre rôle dépasse ça. Votre rôle, il n'est pas seulement technique. Il est social. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il est social, il est moral. Vous vous mettez au service, pas seulement de projets techniques, mais si vous allez plus loin, vous allez voir que vous vous mettez au service de projets sociaux, d'une conception même du bien, de certaines valeurs. Votre rôle, il est social, il est moral. En fait, vous êtes en train de construire la morale. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous mettez au service de projets techniques qui, eux, sont porteurs de valeurs. Donc, c'est pour ça que je dis que vous ne faites pas seulement que construire des projets, pas seulement construire des objets techniques, mais vous êtes en train de construire et concevoir la morale de demain. Vous faites la morale. C'est ça le constat. C'est ça le dernier constat que je vais faire avec vous dans ce module 11, c'est que c'est sûr qu'au début rappelons-nous, au début du cours, la première fois qu'on s'est croisés, rappelez-vous nos premiers moments. La vidéo de Jean-François Sénéchal pète une coche. C'est ça que vous vous disiez en me regardant. Bon, il est drôle, mais est-ce qu'il va me faire la morale? Ben moi, à la fin du cours, ce que je vous dis, c'est faites attention, c'est le contraire qui est à l'œuvre. C'est toi qui fais la morale, c'est pas le prof en avant. C'est peut-être la citation la plus choquante du cours. C'est toi qui fais la morale. C'est toi qui, dans tes faits et gestes, tu as choisi des champs de la science et ce faisant, tu es en train de faire la morale. Tu as déjà choisi ton futur employeur. Tu as déjà une idée des projets techniques et scientifiques dans lesquels tu souhaites investir ta vie.
Mais ce faisant, tu es en train de faire la morale. C'est ça que tu fais. Tu penses que ce que tu fais, c'est neutre, que c'est seulement technique ce que tu fais. Mais ce que j'essaie de te démontrer, c'est que non. Tu penses que c'est technique. Mais si tu poses quelques questions supplémentaires, tu vas voir que tu es en train de me dire que tu es en train de vouloir transformer la société et de lui donner un sens moral. Parce que c'est ce que tu fais. Tu penses que c'est des projets techniques, mais ce que tu fais, uniquement technique, neutre, c'est objectif ce que je fais, je suis juste un outil. Mais ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'investir ta vie, de mettre ta belle tête au service de projets qui vont influencer comment je me déplace, comment je vis, dans quel environnement je vis. Tu es en train d'influencer mon rapport avec la santé, mon rapport avec la nature, mon rapport avec la vie, ma façon de me nourrir. C'est ça que tu fais. Pensez à n'importe quel champ. Vous êtes en train de transformer ma vie. Vous êtes en train de transformer, puis vous allez bientôt encore plus intensément le faire. Vous êtes en train de vouloir transformer la société, comment elle se conçoit, comment elle se pense, quelle serait la belle société dans laquelle vous souhaitez vivre. Vous êtes en train de faire ça. Puis si vous ne me croyez pas, ben regardez ce que celles et ceux qui vous ont précédé ont fait. Hein? Pensez à ceux qui ont inventé l'automobile, l'avion, la vaccination, l'Internet, les téléphones cellulaires. Eux aussi, là, ils pensaient que non, nous autres, c'est juste de la technique, c'est juste de la science, c'est objectif, mais regardez comment ils ont transformé notre vie. Ils ont complètement transformé notre rapport au quotidien, avec le temps, avec la nature, avec la matière, avec les autres. Pensez à ceux qui ont inventé l'Internet, les réseaux sociaux, des applications en intelligence artificielle, ChatGPT, là, regardez-les. Là, on va vous concevoir un outil, c'est neutre, c'est intéressant, puis vous allez voir, c'est objectif. C'est seulement des outils froids et neutres. On verra ce que vous en faites. Mais ce qu'on en fait, c'est que ça a complètement bouleversé notre vie. C'est ça que vous aviez une conception que ces outils-là allaient bonifier notre vie. Maintenant, à vous de voir si notre vie elle est meilleure avec ces outils. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce ne sont pas des outils neutres moralement. Ce sont des outils empreints de valeurs, empreints de conception de ce que serait le bien commun. Plusieurs de ces outils ont au cœur même de leur transistor et boulons, ils ont une conception du bien et du monde idéal. Puis ils essaient déjà d'influencer ce que nous sommes. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous pensez que vous êtes en train de concevoir des outils neutres et c'est pas du tout ce qui se passe. Votre science, votre profession font la promotion, peut-être à votre insu, mais désormais, ce n'est plus à votre insu. Il faut que ça soit conscient. Votre science, votre profession font la promotion de certaines valeurs, de certaines conceptions du bien commun, de certaines visions idéalisées de notre monde. Et il est temps pour vous de reconnaître ça, là, de voir les valeurs qui se cachent derrière ces boulons de transistors et autres poutres en bois, sinon structures en béton. Il y a des valeurs là-dedans. Et il est peut-être temps pour vous de vous assurer que ces valeurs correspondent aux vôtres. Parce qu'à la fin, il y a toi. Hein? Toi. Quelles sont c'est quoi les valeurs que tu souhaites promouvoir à travers la science et le génie? Tu as un rôle à jouer. Est-ce que tu peux te contenter d'exercer ta profession en ignorant les valeurs qui s'y cachent? Peut-être. Mais à ce moment-là, tu accepteras de te mettre aveuglément au service d'un employeur ou de projets qui font la promotion de certaines valeurs qui ne correspondent peut-être pas à tes valeurs. Ou au contraire, tu te dis non, moi c'est pas vrai. Moi je vais faire la science, je vais concevoir et développer le génie en
en m'assurant que les valeurs qui sont promues correspondent aux miennes et que, à travers l'exercice de mon rôle, je puisse contribuer à la construction d'une société dans laquelle toi, tu souhaiterais vivre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je voulais explorer avec toi ces thèmes, voir les liens entre la science et la société, entre la société et la science, entre toi, acteur de la science sur la société, et l'influence de la société sur toi, qui bientôt va incarner la science. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, ce sera notre dernier épisode. On se donne un dernier rendez-vous. La semaine prochaine, ce sera une critique rétrospective du système professionnel. J'ai essayé de le montrer à son plus fort, le système professionnel, mais il y a évidemment des critiques qu'on doit adresser à ce système, puis reconnaître aussi les limites de ce système. Donc, la semaine prochaine, les forces et limites de ce système professionnel. Allez, bye bye. Ah oui, l'indice de la semaine, ce sera le mot Bruno Latour. En fait, c'est pas un mot, c'est un nom. Bruno Latour. Bruno Latour, quand je vous ai fait la distinction entre science, recherche ou scientifique et chercheur, c'est une distinction de Bruno Latour, qui est un socio-anthropologue des sciences. Un jour, si ça vous intéresse de faire des pas dans cette direction qu'est la sociologie des sciences, anthropologie des sciences, vous irez lire Bruno Latour, qui est notre indice de cet épisode. Allez, bye bye.